souvent, l'homme de 50 ans, c'est l'homme qui quitte sa femme pour aller avec une femme plus jeune. Donc c'est un petit peu une caricature. Or, je pense que la crise de la cinquantaine est une crise existentielle qui touche aussi bien l'homme que la femme. Mais on ne s'occupe pas de l'homme. Pour la femme, on parle de la ménopause, c'est très très réglé. Pour l'homme, c'est rien, ou pas grand-chose. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, c'est sur Beurre FM le matin entre 9h et 10h. Et alors que l'Institut Montaigne publie aujourd'hui 12 recommandations et prône une nouvelle approche dans un rapport pour bien vieillir, eh bien nous allons parler des hommes de 50 ans avec le docteur Philippe Morgado. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes médecin biologiste et vous avez une double formation de biologiste et de médecine anti-âge. Anti-âge, tout à fait. On va beaucoup en parler ce matin. Et vous publiez Les défis de l'homme de 50 ans et plus aux éditions Jouvence Santé. Alors là, vous venez combler un vide parce qu'autant il y a beaucoup de littérature sur les femmes de 50 ans, autant les hommes de 50 ans, on a l'impression que ça n'intéresse mais vraiment personne. Sauf pour s'en moquer. C'est-à-dire souvent, l'homme de 50 ans, c'est l'homme qui quitte sa femme pour aller avec une femme plus jeune. Donc c'est un petit peu une caricature. Or, je pense que la crise de la cinquantaine est une crise existentielle qui touche aussi bien l'homme que la femme. Mais on ne s'occupe pas de l'homme parce que l'homme, ce n'est pas forcément... Pour la femme, il y a la ménopause, on parle de la ménopause, donc il y a c'est très réglé. Pour l'homme, c'est rien, ou pas grand-chose. Il y a la ménopause, les traitements, tout le business que ça implique derrière. Vous posez quand même cette question dans votre livre de savoir si l'andropause existe. Est-ce qu'on peut dire que l'andropause, c'est l'équivalent masculin de la ménopause ? Non, parce que la ménopause, c'est vraiment l'arrêt de la sécrétion de l'œstradiol. Donc c'est vraiment un arrêt brutal qui est comme ça. Par contre, l'andropause, elle existe parfois. Parfois, on a des gens qui ont... Ça existe vraiment. Ça existe vraiment médicalement. Oui. La baisse de la testostérone, ça existe, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et souvent, ce qu'on associe à l'andropause, c'est ni plus ni moins que des pannes, des dysfonctionnements érectiles à répétition, mais qui ne sont pas dus à une baisse de testostérone, qui sont dus à d'autres phénomènes dont on pourra parler. On parlera tout à l'heure. Les fameuses DE. Des dysfonctionnements érectiles, qui est le terme médical pour panne. On va parler de la médecine anti-âge, donc la MAA, comme on dit. Alors c'est une, on va dire quoi, une spécialité qui arrive. C'est une spécialité, ça a été reconnu comme une qualification par le Conseil de l'Ordre, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un saut de paradigme en médecine, parce que généralement en médecine on est curatif, c'est-à-dire on n'est pas du tout préventif. On soigne. Oui. Là on essaie de prévenir les maladies. Et en plus, on essaie de s'intéresser à l'homme ou la femme, dans sa globalité. C'est-à-dire, on ne soigne pas un appareil à droite, un appareil à gauche. On essaie de voir la totalité de l'homme avec son passé, son vécu, ses antécédents médicaux, ses habitudes alimentaires, etc. Et on essaie de trouver des solutions globales. C'est une médecine holistique. Une médecine holistique, tout à fait. C'est exactement ça. Qui ne dissocie pas le corps et l'esprit, tout à fait. Ça, on va beaucoup en parler. Alors, peut-être que parce que vous êtes biologiste, mais vous avez parlé beaucoup dans votre livre de ce qu'on appelle la méthylation, et vous nous dites que nous avons tout intérêt à avoir un statut méthyle élevé, particulièrement à partir de 50 ans. Bon, alors ça, peut-être que pour l'instant, ça parle à personne, mais pourquoi ça concerne les gens de 50 ans et pourquoi c'est important ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut se replacer un petit peu dans l'histoire de la génétique. Avant, on disait il y a une mutation du code génétique, c'est irrémédiable, c'est comme ça. Et après, on s'est rendu compte, à partir des années 90, qu'il y avait beaucoup plus important que la mutation, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des zones des gènes qui sont inactivés, des gènes qui sont activés, et cette régulation de l'ADN, elle intervient par la méthylation. La méthylation, c'est ce qui inactive certains gènes et pas d'autres. Ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la méthylation de l'ADN aujourd'hui, et que c'est même un sujet qui est très à la mode. C'est la régulation épigénétique, c'est très à la mode, tout le monde en parle, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, avec l'âge, le statut méthyle diminue, c'est-à-dire la méthylation de l'ADN diminue, ce qui peut permettre à certains germes de s'exprimer, alors qu'ils ne s'exprimaient pas avant. Et au premier chef, les gènes qui peuvent s'exprimer, c'est les oncogènes, les gènes de cancer. Donc c'est
à ça qu'on attribue une partie des gènes qui apparaissent avec le temps. En particulier les cancers digestifs qui sont gouvernés par des anti-oncogènes. Si l'anti-oncogène peut ne peut plus s'exprimer, donc on peut avoir des cancers qui se déclarent. Donc c'est extrêmement important de conserver un statut méthyle élevé pour éviter tout un certain nombre de pathologies. Et il y a aussi le problème de l'homocystéine, qui est un problème... Alors, ça, on va en parler, puisque c'est votre gros sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'homocystéine ? L'homocystéine, c'est une molécule, donc qui est créée quand on manque de méthyle. Enfin, je simplifie un petit peu les choses. On a le temps, donc le principal, c'est d'expliquer aux gens de quoi on parle, parce que ce sont des notions dont on va de plus en plus parler dans le temps, des sujets qui s'imposent. Il y a des cycles, et donc entre la méthionine et l'homocystéine, et la méthionine, en perdant comment ça s'appelle, un méthyle, va se transformer en homocystéine. L'homocystéine, c'est important d'en parler parce que elle est impliquée dans 10% des infarctus. Vous savez que dans les infarctus, on parle toujours des problèmes cardiovasculaires, le cholestérol, le diabète, etc. Mais d'abord, dans la moitié des infarctus, on trouve rien, on trouve pas de cause. Et deuxièmement, dans 10% des infarctus, c'est l'homocystéine. L'homocystéine... donc ça veut dire quoi ? C'est l'élévation de l'homocystéine qui a une action cardiovasculaire et qui favorise l'infarctus. Donc c'est un taux plus important d'homocystéine qui serait dans ces cas-là facteur... Il y a une relation linéaire entre le taux d'homocystéine et le risque cardiovasculaire. Et c'est d'autant plus important que le traitement est assez facile. C'est de la vitamine B9 et de la vitamine B12. Donc c'est un traitement qui coûte pas cher, qui a pas d'effet secondaire. Donc c'est ça. Deuxième problème avec l'homocystéine, on a remarqué qu'elle était élevée dans un certain nombre de polyarthrites. Et maintenant, on voit dans les bilans des rhumatologues, ils incluent l'homocystéine de quelqu'un qui vient avec une inflammation des articulations. Un dosage de l'homocystéine systématique maintenant dans les diagnostics des arthrites. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que dans l'Alzheimer, il y avait très souvent une homocystéine élevée. Alors là, c'est un peu la question. Est-ce que c'est de collatéral? Est-ce que c'est un marqueur? Est-ce que c'est une conséquence aussi? Est-ce que ça peut éventuellement jouer dans les dépôts d'AproTéine tau? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a souvent dans l'Alzheimer une élévation de l'homocystéine. Donc, on a tout intérêt à faire baisser cette concentration et donc d'autant plus que si on vous trouve une concentration élevée, on a tout intérêt à vous donner de la vitamine B9 et de la vitamine B12. La vitamine B12, c'est celle qui est vraiment au centre du cycle et qui va transformer l'homocystéine en méthionine. Mais ce qui apporte le méthyle pour neutraliser l'homocystéine, c'est les folates, c'est l'acide folique, donc la vitamine B9. Voilà, donc on a tout intérêt à en prendre. Il y a de la B6 aussi. La B6 qui élimine directement l'homocystéine. Vous avez fait des tableaux qui sont très explicites dans votre livre. Donc, ce qui veut dire que l'homocystéine, ça veut dire que son taux monte avec l'âge ou il est régulier au cours de la vie? Non, normalement, les gens doivent avoir un homocystéine à peu près normal. Alors, c'est quoi un taux normal? Je crois que je connais plus des taux exacts, mais je suis 11 ou 12 au micro, je ne sais plus. Ouais. Donc, dès que ça dépasse 12, je crois, ça doit être... Donc, il faut le faire doser. Et donc, finalement, si on est au-dessus, dans ces cas-là, on prend des vitamines B9, B6, B12. Et ça le fait baisser. Ça le fait baisser, tout à fait. C'est-à-dire que en apportant des méthyles, ça diminue le taux, ça le transforme ça le neutralise, ça le transforme en méthionine. Ça le neutralise soit directement par la B6, soit ça le neutralise par le cycle. Et est-ce qu'on sait ce qui l'a fait monter alors? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait, par exemple, dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes de vie? Il n'y a pas de. C'est vraiment. C'est notre génétique. J'ai pas eu beaucoup passé de papier sur le génome, enfin sur l'éthiopathogénie génétique de l'élévation de l'homocystéine. Mais bon, ça doit peut-être exister. Enfin, j'ai pas trouvé. Je sais pas. J'ai vu que vous conseillez de prendre de la levure. Parce que c'est riche en folate. La levure de quoi? Ce qu'on trouve dans les magasins d'alimentation, enfin bio. C'est des trucs de levure en poudre là. Ça suffit par exemple. Oui, c'est pas mal.
Pourquoi les bovins ne broutent-ils pas les boutons d'or? Ça, je crois que c'est la question essentielle du jour. Et si vous trouvez... Non, mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, c'est par ce biais que j'ai expliqué un petit peu la détoxification. C'est-à-dire que dans la nature, par exemple, les végétaux se protègent de la destruction par les bovins ou par les ovidés en sécrétant une toxine. Et le bovin sait très bien que s'il va brouter les boutons d'or, il va peut-être avoir une diarrhée, mal au ventre. Donc il le sait, il ne broute pas. Et on vous verrait dans des prés. Les boutons d'or classiques. Les boutons d'or classiques, tout à fait. Vous aurez une gerbe de boutons d'or au milieu d'un pré parfaitement brouté, parce que les gens ne sont pas allés manger. Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que dans la nature, un poisson peut sécréter une toxine pour ne pas être mangé. Donc c'est un petit peu comme ça. Mais la riposte à ce genre de choses, c'est que l'organisme peut se doter d'un système pour neutraliser votre toxine. Et c'est un peu ça la naissance de la détoxification. C'est-à-dire que quand on parle de détoxification, c'est un peu les marronniers du début d'année, après les réveillons. La détoxification pour la majorité des gens, c'est l'élimination hépatique. C'est-à-dire c'est l'aspect dépuratif, quoi. C'est-à-dire quand on prend du chardon-marie, quand on prend de l'artichaut, du curcuma, c'est quelque chose qui augmente la sécrétion dans la bile et qui permet une meilleure digestion. Donc généralement, c'est un petit le côté dépuratif, c'est comme ça qu'on interprète la détoxification. Or, c'est bien différent. La détoxification, c'est un phénomène qui se passe en majorité au niveau du foie et qui permet d'éliminer tous les produits toxiques auxquels vous êtes exposé. Et le foie le fait naturellement. Le foie le fait naturellement. Bon. Mais je peux vous garantir que la liste, elle est longue, parce qu'il y a les polluants, il y a, quand vous prenez de l'essence, vous prenez des vapeurs d'essence, ça passe dans le poumon, donc ça passe dans le sang. Donc, par exemple, il y a tous les alors, il y a les xénobiotiques. Les xénobiotiques, c'est un terme un peu barbare qui englobe tout ça. C'est-à-dire tous ces produits toxiques qu'il va falloir éliminer, qui peuvent être les médicaments, qui sont les métaux lourds, qui sont les endotoxines bactériennes dont on ne parle pas, mais avec les... Alors, endotoxines, c'est la capsule d'hyposaccharide qui est autour des bacilles grammois. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est souvent, ce sont des capsules de bactéries, des bactéries, les grammois, qui sont assez fréquentes partout. C'est une maladie très, très fréquente chez les éboueurs, par exemple, parce qu'ils sont assez exposés à ce genre de choses. Mais avec les climatisations mal réglées, etc., on peut avoir des aérosols de bacilles, et c'est extrêmement toxique au niveau de l'organisme. Donc, et avec en plus les cheminées de climatisation qui est un peu partout, ça vous disperse des aérosols fantastiquement partout. Donc, en tout cas, il y a les médicaments, parce que les médicaments, il ne faut pas oublier qu'ils sont partout. Donc, ils sont dans la nourriture, c'est ceux qu'on mange. Il y a les cachés et les pas cachés. Donc, on est extrêmement exposé à tout un tas de toxiques, et notre organisme, il a un équipement assez bien fait pour les éliminer. Ceci étant, il y a aussi un polymorphisme génétique, c'est-à-dire que Monsieur A n'a pas le même équipement enzymatique que Monsieur B. Le meilleur exemple, c'est les Asiatiques quand une mauvaise résistance à l'alcool, par exemple, parce que leur équipement enzymatique est moins bon, moins performant que ceux des Occidentaux. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'images. Je me rappelle ce Premier ministre japonais qui était arrivé très vite en état d'ébriété assez importante. Alors, on est tous différents, donc on va pouvoir... certains vont métaboliser rapidement tel médicament, d'autres ne le métaboliseront pas. Et en plus, pour que ce soit encore plus compliqué, il y a certains médicaments qui peuvent stimuler l'élimination d'autres, et d'autres qui peuvent inhiber... Donc, normalement, notre centrale d'épuration... Elle est faite pour fonctionner. Exactement. Comment savoir, donc, aujourd'hui, si on a besoin d'une détox, parce que, justement, notre centrale, elle ne fait pas son boulot? Moi, à mon avis, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les petits questionnaires, parce il n'y a pas de tests biologiques qui permettent de le faire. Donc, utiliser les petits questionnaires, parce que c'est plein de petits symptômes, mais la difficulté pour un médecin, ce sera de relier tous ces petits symptômes à une maladie unique. Donc, c'est très hétérogène. Vous pouvez avoir les yeux qui piquent, le nez qui coule. Ça ressemble un peu à l'allergie, mais c'est pas de l'allergie parce qu'on vous fait les tests et vous n'êtes pas allergique. Ça peut... Vous dormez mal, la peau est pas terrible. Enfin, tout un tas de petites choses
qui font que souvent le diagnostic n'est pas fait. C'est-à-dire que la pathologie qui est associée au problème de détoxification, c'est le fait que vos saturations de détoxification sont complètement embolisées, elles peuvent plus faire face. Et à ce moment-là, les xénobiotiques vont se déposer dans vos tissus un peu partout et vont créer des signes cliniques. Et ces signes cliniques, il faut savoir les identifier. Et on peut soutenir la détoxification. Le seul problème, c'est bien beau de trop. Quand vous dites soutenir, on peut renforcer et faire redémarrer la machine. Tout à fait. Ouais. Ça, on peut faire démarrer. Parce que faire un diagnostic, c'est bien. Vous proposez une détox en 2 phases. Hein. Oui. Parce que la détoxification se fait en 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a une première phase qui correspond. Le but, c'est de rendre le xénobiotique soluble pour être éliminé. Parce que généralement, ce sont des molécules qui ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, ça se passe en y greffant des radicaux qui vont les rendre solubles dans l'eau. Donc, il y a une première phase, une deuxième phase. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le métabolite intermédiaire de la première phase et de la deuxième phase, peut être plus toxique que le métabolite initial. Donc, il faut absolument que la transition entre les 2 phases soit le plus courte possible. Donc la stratégie, c'est souvent de privilégier les 2 phases, mais en particulier la deuxième phase pour limiter la transition. C'est-à-dire pour faire en sorte que le métabolite intermédiaire ait une vie la plus courte possible. Alors évidemment, ce matin, on parle d'un sujet qui n'intéresse personne. Ce sont les hommes de 50 ans avec le docteur Philippe Morgado. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste. Alors, vous avez une double casquette. Hein. Vous êtes biologiste et vous êtes docteur de médecine anti-âge. Et vous publiez Les défis de l'homme de 50 ans et plus aux éditions Jouvence Santé. Les hommes de 50 ans, les grands oubliés, ils vont morfler. Hein, ils vont morfler cette année. Ouais, je pense. Ils vont prendre cher, comme on dit. Ouais, tout à fait. Pourquoi finalement alors, ça, c'est la génération X. Oui, 50 ans, c'est à peu près la génération X, c'est-à-dire celle qui est née entre 65 et puis... c'est un peu fluctuant parce qu'on a l'impression qu'on met des générations avec des bornes très précises et en fin de compte, il y a une évolution qui est beaucoup plus progressive entre les boomers et les X. Enfin, c'est évident qu'il n'y a pas le 1er janvier 65, il n'y a pas eu, les gens ne sont pas devenus X d'un coup, quoi. Donc, il y a eu comme des gens ont pu persister à être boomers après ou des gens étaient certainement X avant. Donc, c'est pour ça que c'est très hétérogène, de toute façon, une classe d'âge. Mais les caractéristiques de la génération X, c'est vrai que c'est la génération des post-boomers, de la crise économique, du sida aussi, parce que c'est la génération qui a dû apprendre à... C'est la première génération qui a vécu avec le sida. Alors qu'avant, bien sûr, avant... avec la libération sexuelle, là maintenant il a fallu mettre des préservatifs et puis on voyait que c'était compliqué, quoi. Et puis la crise économique, c'était la fin des 30 glorieuses, donc c'est une génération qui a des désillusions, quoi. Donc beaucoup de désillusions et c'est la naissance de petit peu des humoristes, un petit peu de cynisme, un peu une génération un peu cynique. Elle est vécue comme une génération cynique, ce qui est peut-être pas vrai d'ailleurs. Bon, donc vous êtes un spécialiste de la médecine anti-âge. La médecine anti-âge, c'est pas le Botox. Non, c'est pas le Botox. Et les liftings, on est d'accord. Non, c'est une... Alors c'est assez amusant, c'est une spécialité qui est vraiment universitaire parce que elle n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. Quand on met au point un complément alimentaire, on peut pas le breveter. Donc vous n'avez pas breveté vitamine C, vitamine E. Donc forcément, ça peut pas déboucher sur des molécules qui peuvent être vendues. Donc ceux qui ont créé la médecine anti-âge, c'est des gens comme le professeur Anne-Marie Roussel à Grenoble, Hervé Castronovo qui est professeur de cancérologie à Louvain. Enfin, ce sont des gens comme ça et Olivier Coudron qui est professeur à Dijon. C'est des gens comme ça qui ont créé la médecine anti-âge, qui ça passe beaucoup par la micronutrition. Par exemple, le professeur Roussel à Grenoble avait été une des promoteurs de la fameuse étude Suvimax. Maintenant, il y a le slogan que vous voyez partout, 5 fruits et légumes. Donc, c'était l'étude Suvimax. On s'est rendu compte que les gens étaient en carence et plus on progressait dans l'âge, plus on est en carence en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments. Bon, en tout cas, c'est pas une médecine qui vous empêche de vieillir, mais ça vous permet de bien vieillir. C'est pas le transhumanisme, on ne promet pas l'éternité, ça c'est clair. Mais le fait de pouvoir espérer vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, c'est le vrai défi.
je veux dire, le moins dépendant, c'est le moins malade possible, c'est le vrai défi. On ne pourra pas empêcher le vieillissement, mais on peut, dans la mesure du possible, vieillir le mieux possible. Bon, on a parlé tout à l'heure de la méthylation, on a parlé de l'homocystéine. J'espère que tout le monde a compris. Vous réécouterez l'émission, mais ça c'est important parce que ce sont des notions dont on va de plus en plus parler. On parlait des maladies cardiovasculaires, mais pas que, puisque on va retrouver certainement des associations dans certains développements de cancer aujourd'hui. Donc c'est à suivre. Parce que j'ai beaucoup aimé le passage que vous faites sur l'oxydation et sur ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est aussi victime de notre vieillissement, mais à ce moment-là intérieur. Tout à fait. Alors le stress oxydatif, c'est un médecin qui a eu cette idée-là dans les années 50. C'était après Hiroshima, on a vu les effets des radiations avec le vieillissement accéléré. Et donc il s'est intéressé un petit peu à ce phénomène en se disant peut-être que l'oxydation est un phénomène associé au vieillissement. Et donc il a commencé à travailler dessus. Il faut savoir que dans l'organisme, chaque cellule possède une centrale à énergie. Cette centrale à énergie, ça s'appelle une mitochondrie. Alors, dans l'histoire de l'humanité, c'est intéressant parce qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'années, on n'est pas très précis, on n'est pas à 100 millions d'années près, il y a eu l'oxygène qui a augmenté dans l'atmosphère. Donc, l'oxygène a une image qui est assez favorable, mais c'est hyper toxique l'oxygène, c'est extrêmement toxique. Donc face à cette augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère, les cellules, elles ont eu l'idée de s'associer avec une bactérie qui s'appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, elle a rentré la mitochondrie à l'intérieur de sa cellule. Ce qui a eu un gros avantage, c'est que la mitochondrie a commencé à fabriquer de l'énergie pour la cellule. Et la cellule lui a fabriqué ses protéines pour elle. Donc c'est vraiment un échange équilibré, une symbiose assez sympa. Et le gros avantage que ça a eu, c'est que ça a déchargé la cellule du besoin d'avoir de l'énergie, puisqu'elle était fournie par la mitochondrie. Donc, du coup, on a pu avoir un développement vers une différenciation plus importante et une évolution. L'évolution a pu s'initier par rapport à ce phénomène. Donc, au niveau de la mitochondrie, c'est là aussi la centrale d'énergie. Et donc, l'énergie, c'est la molécule de base s'appelle l'ATP. Enfin, ça rappellera peut-être les cours de première, terminale de nos auditeurs. Et donc, il y a vraiment une chaîne de fabrication qui continue, qui fonctionne très bien. Mais il y a des petites ratés. Et ces petites ratés, ce sont les radicaux libres. Alors, ces radicaux libres, quand ils se retrouvent libérés de la chaîne et qu'ils vont se fixer là où ils peuvent se fixer, alors ils choisissent en particulier tout ce qui est... ils essaient de récupérer un électron, donc ils se fixent particulièrement sur l'ADN, donc avec créateur de dégâts, donc première chose, et ils se fixent deuxièmement beaucoup sur les acides gras, parce que les acides gras sont souvent insaturés, et donc il y a des doubles liaisons, boum, ils vont dessus. Donc ces radicaux libres, ils sont responsables de quoi finalement ? Ils sont par leur phénomène, ils favorisent le vieillissement. Vous n'avez qu'à voir la peau, quand vous êtes mettez au soleil trop longtemps, les gens qui ont été tout le temps faits ont une peau ridée, etc. Ces radicaux libres, ils favorisent une inflammation, ils favorisent une petite fibrose associée. Enfin, à la longue, ça favorise le vieillissement. Un effet des radicaux libres, par exemple, c'est que l'athérome, c'est-à-dire la plaque d'athérome, c'est dû à la fixation de mauvais cholestérol sur la paroi. Et ce mauvais cholestérol, pourquoi est-ce qu'il fixe sur la paroi ? Il se fixe sur la paroi parce qu'il a été modifié. Le stress oxydatif l'a modifié. Donc le LDL ne peut plus se mettre sur son récepteur pour rentrer dans la cellule. Donc il va se mettre comme il peut plus rentrer dans les cellules, il reste dans le sang. Et quand il reste plus dans le sang, petit à petit, il va se déposer sur la paroi. Ça fait une inflammation, les cellules spumeuses, tout. Et à terme, le calcium se met dessus, ça vous bouche l'artère, c'est l'infarctus. Donc la maladie cardiovasculaire, c'est aussi une maladie du stress oxydatif, par exemple. Bon, donc le radical libre, c'est lui qui est responsable du stress oxydatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Bon. Et alors, comment est-ce qu'on combat ce stress oxydatif ? Alors, ce stress oxydatif, nous, on a déjà dans notre organisme le glutathion, le SOD, etc. On a déjà des enzymes qui, normalement, le combattent. Mais cet équipement enzymatique est assez puissant, dont on dispose, il ne peut pas les prendre, il peut être débordé assez facilement, il peut être débordé s'il y a trop de formés. Premièrement, et puis il y en a certains qui sont des radicaux libres nitrés en particulier, qui ne sont pas du tout neutralisés par ce système-là.
Donc, on peut dire qu'il y a quand même une fuite. On a une fabrication permanente de radicaux libres qui peuvent générer du vieillissement. La solution, c'est prendre des antioxydants. Alors là, les antioxydants, vous lisez la presse féminine, on en parle, on en reparle, c'est très bon. On en connaît bien. Il y a toutes les vitamines, E, C qui génèrent la E. Le catalogue est assez complet. On a les polyphénols, qui sont tous les produits. Tous les polyphénols, c'est toutes les molécules qu'il y a dans les légumes et dans les fruits qui sont des puissants antioxydants, comme l'acide rosmarinique, ce qu'on a dans le thé vert, l'acide K-élagique, etc. Tous ces produits-là, tout ça, c'est dans l'alimentation. Donc l'alimentation peut effectivement lutter contre les radicaux libres. La problématique des radicaux libres, c'est que on s'est rendu compte, parce que les publications sont sorties dans les années 80, 90 plutôt, que quand on donnait des radicaux libres, par exemple, aux gens qui faisaient des cancers, ce qui n'était pas complètement idiot, parce que, par exemple, quand on fait de la radiothérapie, cette radiothérapie génère des radicaux libres qui vont tuer les cellules cancéreuses. Donc on se dit, pour éviter les effets secondaires de la radiothérapie, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des antioxydants ? Ah oui, des antioxydants, pas des radicaux libres. Des antioxydants. Et on s'est rendu compte que les souris qui prenaient des antioxydants vivaient moins longtemps que les souris qui n'avaient pas d'antioxydants. Donc on a commencé à se dire, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, il suffit pas de prendre des antioxydants pour être éternel. Les antioxydants, c'est plus compliqué que ce qu'on croit. C'est pas l'alpha et l'oméga de l'antivieillissement. C'est important, mais il faut peut-être faire attention. Et il y a eu des travaux qui ont été faits après, et on s'est rendu compte, par exemple, que les antioxydants, ils participent aux défenses immunitaires non spécifiques, c'est-à-dire que les polynucléaires et les monocytes, ils utilisent les radicaux libres pour aller tuer les cellules adverses. Et donc, ça participe déjà aux défenses immunitaires, les antioxydants. Deuxièmement, on s'est rendu compte que certains radicaux libres participaient à l'information dans la cellule. C'est-à-dire, il y a des informations dans la cellule qui étaient transmises par la création de radicaux libres. Donc, le problème des antioxydants, c'est que c'est important, mais il ne faut pas en prendre trop. C'est toute une question d'équilibre. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent ce matin, comment savoir ce qu'on doit prendre justement ? Alors, il y a des tests biologiques d'oxyscal qui existent, etc. Moi, je suis biologiste, donc je pourrais me dire, c'est très bien, faites-le. Je suis un peu nuancé par rapport à ça, parce que j'aime bien les questionnaires, parce que les questionnaires, c'est les gens, on voit leur mode de vie, tout ça. On fait des questionnaires, on a un score, et après, on peut voir ce qu'il faut faire. Moi, j'aime bien les questionnaires, parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité que les tests biologiques. Il y a des tests qui intègrent tout un tas de paramètres, avec un algorithme derrière qui vous définit un taux, et vous savez si vous manquez d'antioxydants, ou si vous en preniez. Moi, je suis plutôt partisan de faire des questionnaires, il y en a dans le bouquin, qui vous permettent de définir un niveau, et après, vous dites, il faut que j'en prenne et que j'en prenne pas. Bien. On va parler des performances sexuelles dans un instant, puisqu'on parle des hommes de 50 ans, et là, c'est le drame. Là, c'est un peu on va pas en parler tout de suite, mais là, c'est un peu le drame. C'est un peu le drame. Mais bon... C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'à 50 ans, c'est un tournant. C'est-à-dire que les dysfonctions, les pannes qui étaient assez épisodiques deviennent plus importantes. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Parce que si on commence à en parler maintenant, on va rester en panne à cause de la publicité. Notre invité ce matin, c'est le docteur Philippe Morgado, médecin biologiste, et qui publie Les défis de l'homme de 50 ans et plus aux éditions Jouvence Santé. Vous êtes en première ligne sur le Covid depuis le début. Est-ce que les hommes de 50 ans ont été plus impactés, enfin à partir de 50 ans, ont été plus impactés par la Covid que les autres ? Je pense qu'il y a eu, tout au moins pour la première vague, une gravité qui était liée linéairement en fonction de l'âge. Donc forcément, à 50 ans, il y avait plus de risques d'avoir des séquelles ou de mourir que plus jeune. Ça, c'est clair. Vous, en tant que biologiste, vous faites des prélèvements. Oui, tout à fait. Est-ce que la nature du virus a changé ? Moi, je pense que oui. Bon, c'est mon avis. Mais je ne demande pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que biologiste ? C'est l'avis du terrain. C'est-à-dire que moi ce que je veux, c'est ça qui m'intéresse. La première vague était assez violente, avec des gens qui, quand on téléphonait des cas positifs, moi, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des gens qui étaient déjà à l'hôpital quand on les avait testés positifs. Donc, on avait quand même une gravité des choses qui était assez importante.
La deuxième vague, moi je me suis trompé, je pensais qu'on n'aurait pas de deuxième vague avant l'automne 2020. La deuxième vague, moi je l'ai vu débarrer le 3 juillet exactement, je me souviens parce que ça m'avait frappé, où premier cas positif dans une famille, et je vois la grand-mère qui était en pleine forme, donc je me suis, enfin qui était un peu fatiguée, mais qui n'était pas non plus dans ce qu'on avait vécu, où la moitié d'un EHPAD meurt, hein, donc on avait vécu quand même, c'était dramatique ce qu'on avait vécu pour la première vague. Et petit à petit, on a vu que la deuxième vague, elle a démarré beaucoup pour les jeunes, c'est surtout les jeunes qui se sont retrouvés, qui ont fait des week-ends ensemble. Moi je me souviens d'avoir testé des jeunes qui avaient loué une maison, ils étaient 25 dans la maison, il y a un cluster, et on en a testé la moitié. Et la plupart des jeunes sont peu ou pas symptomatiques. Donc il y a beaucoup plus de jeunes qui ont été contaminés que ce qu'ils croient. Ça c'est sûr et certain. Et on a vu petit à petit monter. Et ça monte. On a une montée extrêmement puissante entre juillet et août. On est arrivé au mois de septembre, on était à 15% de positifs à peu près chez nous. Après, ça a commencé à monter un petit peu. On a eu le sommet de la deuxième vague, a dû être passé au mois de novembre, il me semble, début novembre. Au moment où on a décrété le couvre-feu, ce qui est le couvre-feu n'a servi à rien, parce que on passait le cap de la seconde vague. Donc, on a eu la descente de la deuxième vague, et je pense que, alors, c'est un peu polémique ce que je vais dire, c'est que je pense que le couvre-feu a favorisé le plateau, a empêché la négativation complète de la deuxième vague, puisque vous allez entre 5 et 7, tout le monde était bourré dans les transports en commun, dans les magasins, etc. Donc on a eu un plateau qui est arrivé. La deuxième vague ne s'est pas négativée. Il y a eu une sorte de plateau qui s'est mis à remonter au moment où les variants sont arrivés. Donc voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu, d'après le professeur Cauchemès de Pasteur, il y a eu 6% de la population qui a été contaminée pendant la première vague, qui n'a touché, je rappelle, que l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Est et PACA. C'est vraiment les régions qui ont été un petit peu en Rhône-Alpes, mais enfin, c'était vraiment toute la façade ouest a été complètement épargnée. La deuxième vague, peut-être qui a touché toute la France, peut-être 12-15%. Encore une fois, il y a eu beaucoup de gens qui ont été contaminés, mais qui ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas fait tester. Et la troisième vague, à peu près de même niveau. Donc, grosso modo, avec 6%, 12-15, les deuxième, troisième vagues, plus on est à peu près un tiers de la population qui a eu une première dose. Donc, je pense que ça n'engage que moi, que l'épidémie va vraiment s'arrêter en juin, enfin grosso modo en juin, qu'on aura des clusters à droite à gauche, mais qu'on va en sortir, quoi. Clairement on en sort pour l'été, quoi. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Pour vous, on sort. Bon, on sort. Pour nous, on en sort. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. C'est moi. Moi, on a ouvert les 5 premiers centres. Combien d'années de terrain? On a ouvert les 5 premiers centres de prélèvement Covid, donc dans Paris, c'était au mois d'avril 2020. Et puis bon voilà, on a été partout, on a fait plein de prélèvements, et on suit quand même d'assez près ce qui se passe. On est assez fidèle et on est un petit peu en avance par rapport à nos stades. Aujourd'hui, quels sont les variants qui sont très présents? Il y a eu. Chez vous, dans la région que vous testez. Chez nous, on fait beaucoup à Paris intramuros, les Yvelines. Et on a plein de prélèvements à droite à gauche. C'est vrai qu'on avait une prédominance de l'anglais. Hein. Franchement, il y a un mois, c'était l'anglais qui était quasiment tout. Il restait un petit peu du virus autochtone, mais vraiment très marginal. Là, c'est un peu plus partagé, quoi. Mais l'anglais reste prédominant, mais l'anglais est peut-être à 50-60%, et puis le reste, c'est le sud-africain. Et le variant indien, donc, dont on parle beaucoup. Nous, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu encore, mais bon, c'est très localisé. Hein. Mais il n'y a pas de raison que. De toute façon, les mutations, un virus, ça mute tout le temps, quoi. Donc, des variants, il y en aura. On ne peut pas dire que le variant anglais a généré une surmortalité fantastique. Enfin, il y a quand même une grosse psychose qui est bien entretenue, quand même, dans tout ça, je trouve. On va parler des dysfonctions érectiles, des DE, qui impactent les hommes de 50 ans. Pourquoi la cinquantaine est un tournant sur les dysfonctions érectiles ? Parce que c'est d'abord un tournant statistique. C'est-à-dire quand on fait des études pour voir le pourcentage de dysfonctionnement érectile, enfin on va dire panne pour aller plus vite, par rapport à l'âge, on voit que ça monte doucement, et puis qu'à partir de la cinquantaine, la courbe a tendance à se horizontaliser, enfin à se verticaliser, quoi. Donc, et plus on progresse en âge, plus les gens qui se plaignent de dysfonctionnement érectile, ça augmente. Donc, et le tournant, c'est vraiment la cinquantaine. C'est vraiment là où il y a l'inflexion de la courbe, le changement de direction de la courbe. Donc, c'est vraiment ça. Alors, comment est-ce qu'on appréhende cette question ?
D'abord, la première chose, c'est d'essayer de trouver une cause, parce qu'il y a quand même des causes de dysfonctionnement érectile. On a parlé de l'andropause. On peut poser la question. L'andropause, c'est effectivement quand on n'a plus de testostérone, tout au moins que la testostérone n'est plus à un niveau suffisant pour générer une activité sexuelle normale. Enfin, je vais faire un aparté, mais quelle est la première cause de castration chez un homme ? C'est la moto. Pourquoi ? Parce que quand... Qu'est-ce que vous appelez la castration ? La castration, la perte de testostérone. Oui, parce que c'est que la moto, c'est que quand les gens sont en moto, ils rendent un choc frontal, tout avance, et puis donc les testicules qui dépassent, ils vont s'écraser sur le réservoir. Donc on connaît bien ce genre de problème. On sait traiter les gens, on sait leur donner de la testostérone en gel. Donc ça on a une bonne expérience de tout ça. Mais donc on sait qu'il faut une telle dose pour avoir une activité sexuelle normale, etc., etc. Bon, donc on peut avoir une diminution de testostérone. De toute façon, la testostérone, elle diminue progressivement avec l'âge, mais elle passe jamais un certain seuil en deçà duquel on parle d'andropause. On aura une diminution de la testostérone avec l'âge, c'est normal, c'est le vieillissement, etc. Vous abordez la question de l'automédication en testostérone, parce qu'on la trouve facilement, la testostérone. Oui. Quel intérêt ça a, cette automédication ? Ça n'en a aucun, parce que de toute façon, la testostérone n'a pas d'effet spécifique sur la libido, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous prenez plein de testostérone que vous serez une bête de sexe extraordinaire, etc. Au contraire, vous risquez d'avoir des effets secondaires qui peuvent être des caillots, qui peuvent être une virilisation, un mauvais comportement, une agressivité. Donc la testostérone pour traiter de la panne, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, il ne faut pas le faire. Ça, c'est clair. Donc qu'est-ce qui fonctionne ? Quelles sont les molécules qui fonctionnent ? Et sur quelle partie du corps agissent-elles ? Alors les molécules qui fonctionnent, ce sont les IPDE5, puisqu'on les appelle, c'est le groupe de molécules. Ce sont, le plus célèbre, c'est le Viagra. Il y en a d'autres. Il y en a 4. Il y en a 4 sur le marché français. Il faut savoir que ces molécules, c'est des vasodilatateurs, elles n'agissent électivement que sur le pénis. En local. Dans local. Ça passe pas par le cerveau. Ça passe pas par le cerveau. C'est vraiment une action centrale. C'est-à-dire que si vous avez une érection qui est moyenne, qui n'est pas assez dure, le simple fait de prendre une IPDE5 vous la rendra dure. C'est ce qui peut permettre de passer d'une érection médiocre à une érection franche. Donc c'est le seul problème, c'est que comme c'est un hypotenseur, il faut faire très attention avec les associations. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes vous-même hypertendu et que vous avez un traitement hypotenseur, c'est souvent les traitements hypotenseurs sont des grands pourvoyeurs de panne, de DE. Alors là, c'est clair que vous pouvez poser la question les gens qui sont pleines. Première question, qu'est-ce que vous prenez comme traitement ? Les antihypertenseurs sont vraiment les premiers. D'accord. Mais si je comprends bien dans ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas associer un traitement antihypertenseur avec la molécule qui va bien. Etc. Tout à fait. Bon, il y a d'autres associations qu'il faut éviter. Donc, de toute façon, comme c'est une prescription médicale, c'est votre médecin qui vous le prescrira, qui connaît vos antécédents, qui connaît votre traitement. Donc, il pourra vous mettre en garde, éventuellement, ou vous dire de faire attention, de le prendre peut-être différemment les choses pour éviter les effets secondaires. Et alors, les avantages des 4 IPDE5 du marché, j'avoue que le seul problème, c'est qu'il y en a 3, il faut les prendre avant. Ce qui est un peu gênant parce que on n'est pas forcément, c'est pas forcément automatique. Le meilleur, c'est quand même le Cialis, qui a une durée de vie de 24 heures. Donc, ça vous laisse quand même une certaine liberté dans ce que vous voulez faire dans la journée. Cialis, c'est le nom commercial. C'est le nom commercial, mais c'est Lavanafil. Lavanafil, ouais. Voilà, à mon avis, c'est celui qui est le mieux parce que ça vous 24 heures dans la journée, ça vous laisse le temps d'organiser les choses, une certaine liberté d'esprit. C'est moins parce que ce qu'il faut éviter avant tout dans les rapports sexuels, c'est le stress. Donc, si vous commencez à vous dire, oh là là, je vais faire ça, il faut que je prenne mon médicament, etc. Ça va majorer du stress. Le stress, c'est ce qui est à l'origine de la panne. Donc, il faut éliminer tout ce qui est stress. Et dans les principales causes du DE, il y a aussi le stress, il y a aussi l'ennui. Je pense que la situation actuelle est quand même assez stressante.
Donc il faut essayer d'éviter le maximum les problèmes. Et il faut créer une stratégie de réassurance. C'est-à-dire que les gens qui ont eu des pannes, souvent, après, ils hésitent, ils ont peur, ils font pas, ils restent dans le fait de ne pas faire l'amour. Ils sont alors que c'est la pire des choses. Dans l'abstinence. D'abstinence, je cherchais le nom. Parce que vous dites que faire l'amour, c'est bon pour la santé. L'amour, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'équilibre, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour le vieillissement. Donc faire l'amour, c'est extrêmement important, donc il faut le faire. Donc, clairement, il faut il faut sortir de cette d'abstinence mal vécue. Dans le couple, c'est encore plus mal vécu parce que souvent le conjoint le vit très très mal. Donc d'abord la parole, faut en parler. Faut pas avoir peur de parler des choses. Faut pas avoir peur d'en parler aux médecins parce que souvent les gens n'en parlent pas. Moi, dans les études, il y a le professeur Costa là, qui est en France le spécialiste du problème. Il y a eu un quart des gens qui en souffrent qui sont allés en parler à leur médecin, ce qui est quand même problématique. C'est pas une honte. Ça veut dire que 75% des gens n'en parlent pas. Faut pas la démarche. Ça fait beaucoup. Il faut en parler, il faut trouver des solutions. Et puis, ça peut être intéressant parce que dans la forme d'érection qui est la plus touchée, c'est un peu l'érection à la hussarde. C'est-à-dire, je vois madame, je la désire, hop. C'est ce qu'on fait quand on est jeune, c'est ce qu'on a du mal à faire quand on est plus âgé. Mais alors, peut-être qu'il faut créer d'autres rapports, peut-être plus harmonieux. On vous invitera un mardi avec Nadia El Bouga pour en parler. Je voulais terminer sur ça, c'est le grand écart, sur un chapitre que vous consacrez à la religion et à la longévité. Figurez-vous que les gens qui ont une pratique religieuse ont statistiquement une meilleure longévité et une meilleure santé. Et vous parlez des résultats d'études du docteur Andrew Newberg, donc qui lui est le pionnier de la neurothéologie. Et oui, la neurothéologie, c'est la science qui s'intéresse au lien entre la religion et le cerveau. Et qu'est-ce qu'il montre, le docteur Newberg ? Il montre que le fait... Alors, il s'est beaucoup intéressé à 3 religions, c'est-à-dire les hindous, l'islam et les chrétiens. Et en particulier par rapport à la prière, donc il a fait des études avec des capteurs, des IRM qui sont un peu spécifiques parce qu'au-delà des images, il s'intéresse aux zones qui sont actives. Donc, il peut savoir que quand vous faites telle chose, telle zone du cerveau s'éclaire, etc. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, quand les gens prient, il y a toute la partie latérale du cerveau s'éteint, ne marche plus. Tout ce qui est temporospatial, qui est en latéral du cerveau, s'éteint. Et c'est des zones de la zone frontale. Et la seule différence qu'il y a entre les hindous et les chrétiens et les musulmans, c'est que chez les hindous, c'est la zone de l'image, la vision qui s'éclaire, alors que c'est la zone de la lecture qui s'éclaire chez les musulmans et chez les chrétiens. Et tout ça, ça crée cette espèce de sentiment d'unicité. Et c'est très bon pour l'attention, c'est très bon pour l'humeur. Donc... moi, c'est un sujet qui est très polémique parce que... Pratiquer, c'est bon pour la santé. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que quand j'écris que la religion, c'est bon pour la santé, dans un pays comme la France, c'est un peu risqué. Mais au départ, j'étais parti d'abord sur la méditation, mindfulness, et puis sur le yoga, parce qu'il y a des études qui montrent que c'est très bon de faire ça. Et puis en lisant des articles, je suis tombé sur un de Newberg, qui a fait un très bon article dans une revue... j'y suis allé, du coup. Soufi, il y a un très bon article. J'y suis allé. Andrew Newberg. Googlez, les enfants. C'est extrêmement intéressant. Et je me suis rendu compte qu'il y a un marqueur qui est incontestable, c'est la longévité. Parce que quand on fait des études, vous pouvez prendre un paramètre, ceci, un paramètre, ça peut être subjectif. Là, la longévité, c'est un paramètre objectif. Vous avez le certificat de décès. Donc, et les gens qui ont une pratique religieuse ont une meilleure longévité que les autres. Bien. Les défis de l'homme de 50 ans et plus aux éditions Jouvence Santé, c'est le titre du livre que vous publiez, Dr Philippe Morgado. Vous réécoutez l'émission en podcast et vous pouvez la revoir en vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.